Ici, à Pointe-Lay, l'hiver n'est pas seulement une saison, c'est un mécanisme de sélection. Chaque année, lorsque la nuit polaire s'installe définitivement et que les tempêtes de neige transforment le monde en un mur blanc continu, l'un d'entre nous ne revient pas. Nous vivons au bout du monde, dans un village de quelques dizaines de maisons perdues dans la toundra alaskienne. La ville la plus proche se trouve à des centaines de kilomètres dans un désert glacé. Nous sommes habitués à l'isolement, nous sommes habitués au froid, mais nous n'avons jamais réussi à nous habituer à ces disparitions. Les anciens disent que c'est le prix à payer pour vivre sur cette terre, un prix que l'hiver lui-même exige. J'ai toujours considéré cela comme une absurdité. Des accidents, rien de plus. Jusqu'à ce que l'hiver vienne chercher mon voisin Elias cette année, et que je vois les traces de celui qui l'a emporté. Je travaille comme technicien dans la centrale électrique diesel locale. Le travail est simple et monotone. Veiller à ce que les générateurs ne calment pas, à ce qu'il y ait du carburant dans les réservoirs, à ce que le village ne soit pas plongé dans l'obscurité et le froid. C'est la seule chose qui nous sépare de la mort à moins 50 degrés Celsius. Je vis ici depuis 7 ans. J'ai quitté Anchorage après que ma vie là-bas se soit effondrée. Je pensais trouver la paix au bout du monde. Je n'ai trouvé que le froid, le silence et une peur étrange et inexplicable qui plane dans l'air avec les premières neiges. Chaque année, c'est la même chose. Les tempêtes de neige commencent et quelqu'un disparaît. Il y a 3 ans, c'était le vieux O'Malley, un chasseur solitaire. Il était parti vérifier ses pièges et n'est de jamais revenu. Une équipe de recherche a retrouvé sa motoneige à 1 kilomètre du village. À côté, il y avait des traîneaux renversés. Les traces d'O'Malley menaient à la toundra et s'arrêtaient de net, comme s'il avait fait un pas et s'était évaporé dans les airs. Le shérif Morgan avait alors mis cela sur le compte du brouillard blanc. Il a déclaré que par un tel temps, on pouvait perdre ses repères à 3 pas de chez soi. Personne n'a contesté cette affirmation. 1 an plus tard, Martha Wallace, une femme âgée vivant dans un endroit isolé, a disparu. Elle était considérée comme un peu folle et ne communiquait avec presque personne. Ses voisins ne s'en sont aperçus que 3 jours plus tard, lorsqu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de fumée qui sortait de sa cheminée. La porte n'était pas fermée à clé, tout était à sa place à l'intérieur. Seule une traînée de ses empreintes était visible sur le porche, menant loin de la maison, vers la rivière gelée. Et là encore, le même scénario. Les empreintes continuaient, puis s'arrêtaient. Aucune trace de lutte, pas de sang, aucun signe qu'elle avait été emportée. Juste la fin d'une série d'empreintes dans la neige. Le shérif Morgan haussa les épaules et dit qu'elle avait peut-être glissé sous la glace quelque part, en aval, là où elle était plus fine. L'affaire fut classée. Chaque année, on trouvait une explication logique à première vue. Il s'est perdu, il a gelé, il a été emporté par un ours, il est tombé sous la glace. Les gens hochaient de la tête, approuvaient, puis allaient au bar local et buvaient en silence, les yeux fixés sur leur verre. Ils faisaient de semblant de croire aux accidents parce que c'était plus facile à vivre ainsi. Reconnaître qu'il se passait autre chose ici signifiait reconnaître sa propre impuissance face à cela. Cette année, tout a changé. Elias a disparu. Elias était mon voisin. Sa maison se trouvait à une centaine de mètres de la mienne. Il n'était ni vieux ni fou. Il avait environ 45 ans. C'était un chasseur et un pisteur expérimenté qui connaissait cette toundra comme sa poche. Il pouvait survivre là où n'importe qui d'autre aurait gelé en moins d'1 heure. Elias était peu loquace, mais nous échangions parfois quelques mots lorsque nous déblayions la neige devant nos maisons. Il faisait partie de ces personnes qui dégagent une assurance tranquille, le genre de personne qui ne se perd jamais et ne fait jamais de bêtises. Il a disparu il y a 3 jours. Le matin, il était venu me voir pour m'emprunter une clé pour sa motoneige.
Il m'a dit qu'il allait vérifier les pièges à renards au nord du village. Le temps commençait à se gâter. Un épais voile blanc s'étendait déjà depuis le nord. Je lui ai demandé s'il était sûr de vouloir y aller. Il a souri. « Je serai de retour avant le dîner, Cole. Ce brouillard ne me fait pas peur. » Il n'est pas revenu ni pour le dîner, ni pour le soir. Et pendant la nuit, une véritable tempête s'est levée. Le vent hurlait si fort qu'on aurait dit qu'il allait arracher la peinture des murs de ma maison. La visibilité était nulle. Sortir dans la rue revenait à se suicider. La tempête a duré 2 jours. Pendant tout ce temps, je regardais la maison vide d'Elias, ses fenêtres sombres, et un mauvais pressentiment grandissait en moi. Lorsque le vent s'est enfin calmé et que la toundra est redevenue visible, le shérif Morgan a organisé des recherches. 3 motoneiges, 6 personnes, dont moi. Nous avons ratissé le territoire au nord, en avançant en file indienne, en criant constamment pour ne pas nous perdre de vue. Nous avons cherché pendant plusieurs heures, mais nous n'avons rien trouvé. Ni motoneige, ni trace. Le soir venu, Morgan a arrêté les recherches. C'est inutile. Il a été enseveli sous la neige. S'il n'a pas trouvé d'abri, c'est fini. Nous attendrons le printemps. Peut-être que nous trouverons quelque chose à ce moment-là. Ces mots sonnaient comme un verdict. Tout le monde a acquiescé en silence et nous avons fait demi-tour. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose n'allait pas. Elias ne pouvait pas simplement disparaître. Le lendemain matin, j'ai décidé d'y aller seul. Je me souvenais où il allait, vers un vieux promontoire rocheux que les habitants appelaient la Griffe du Corbeau. Il se trouvait à environ 8 kilomètres du village. Je me suis habillé chaudement, j'ai pris mon fusil, un thermos de thé chaud, et je suis parti sur la route qu'il avait probablement empruntée. Le soleil perçait à peine à travers les nuages épais. Tout était gris et sans vie. Le silence était absolu, seulement rompu par le crissement de la neige sous mes bottes. J'ai marché pendant environ 2 heures. J'avais presque perdu espoir quand j'ai remarqué quelque chose de sombre sur la neige, à environ un demi-mile des rochers. En m'approchant, j'ai compris qu'il s'agissait de sa motoneige. Elle était intacte, non recouverte de neige, comme si elle venait d'être abandonnée. À côté, dans la neige, gisait le fusil d'Elias. C'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Elias n'aurait jamais abandonné son fusil. Il dormait pratiquement avec. Je l'ai ramassé. Le fusil était chargé, le cran de sûreté retiré. J'ai inspecté la neige autour. La traînée de pas d'Elias menait de la motoneige vers les rochers. Je les ai suivis. Au bout d'une centaine de mètres, j'ai vu du sang. Plusieurs taches rouges foncées sur la neige blanche. Elles étaient peu nombreuses, mais elles étaient bien là. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai continué à avancer, en examinant attentivement chaque empreinte, et là, je les ai vues. D'autres traces, elles croisaient là celles d'Elias. Elles étaient énormes. J'ai posé ma chaussure à côté de l'une d'elles. Elle était presque 2 fois plus longue et beaucoup plus large. Sa forme ressemblait à celle d'un pied humain, mais nu. Un pied nu par une température de moins 50 degrés. Mais le plus étrange n'était pas cela. C'était leur profondeur. Les traces étaient enfoncées si profondément dans la neige compacte et tassée qu'on aurait dit que la créature qui les avait laissées pesait au moins 500 livres. Je les ai suivies du regard. Elles venaient du nord, de l'immensité blanche et vide. Elles étaient régulières et assurées. Les traces d'Elias à côté d'elles devenaient désordonnées. Il trébuchait manifestement, essayait de courir. Et puis ces traces ont tout simplement disparu. Il ne restait qu'une chaîne profonde et régulière d'empreintes géantes menant plus loin, au cœur de la toundra, jusqu'à disparaître de la vue. Aucun signe de traînée, aucune trace de lutte, rien. Simplement, à un endroit, il y avait les traces d'Elias, et à un autre, elles avaient disparu. Seules ces empreintes monstrueuses s'enfonçaient dans le néant.
Je me tenais là, au milieu de cette blancheur silencieuse, tenant dans mes mains le fusil froid d'Elias et regardant les traces qui n'auraient pas dû exister. Et pour la première fois, depuis toutes ces années passées à ici, j'ai compris que nous croyons aux accidents, non pas parce que c'est plus facile, mais parce que la vérité est bien plus effrayante. Je suis resté là pendant un temps indéterminé, jusqu'à ce que le froid commence à me transpercer les os. La torpeur s'est dissipée, laissant place à une seule pensée claire. Il fallait rentrer. J'ai ramassé le fusil d'Elias et je suis retourné au village. Le chemin du retour m'a semblé 2 fois plus long. Chaque bruissement, chaque craquement d'une branche gelée me faisait m'arrêter et tendre l'oreille. Le silence de la toundra n'était plus apaisant. Il était devenu strident, plein de menaces invisibles. Je regardais constamment derrière moi, scrutant la brume grise, m'attendant à voir une silhouette sombre marcher dans mes traces. Mais il n'y avait que le vide autour de moi. Lorsque les lumières tamisées de Pointe-Lay apparurent au loin, je ne ressentis aucun soulagement. Le village ne semblait plus être un îlot de sécurité. Il ressemblait plutôt à un enclos à bétail d'où un prédateur venait de temps en temps emporter un animal. Je me suis rendu directement au bureau du shérif. C'était un petit bâtiment en rondin qui servait également de bureau de poste. Morgan était assis à son bureau, occupé à trier des papiers. Il a levé vers moi ses yeux fatigués. Quand il vit le 2e fusil dans mes mains, son visage se crispa. « C'est celui d'Elias », dis-je en posant l'arme contre le mur. Je lui racontais tout ce que j'avais vu. La motoneige, le sang, les traces. J'essayais de parler calmement, d'exposer les faits sans émotion. Quand j'en suis arrivé à la description des empreintes géantes, Morgan a froncé les sourcils. Il s'est adossé au dossier de sa chaise grinçante et s'est frotté le nez. « Cole, tu es sûr de ce que tu dis? Des empreintes énormes et nues, par un froid pareil ?» J'ai posé ma chaussure à côté. L'empreinte était presque 2 fois plus longue et très profonde. Quoi que ce soit, c'est très lourd. Le shérif resta silencieux pendant 1 minute, regardant par la fenêtre le crépuscule qui s'épaississait. « Peut-être un ours ?» finit-il par dire, mais sa voix manquait d'assurance. Parfois, ils se dressent sur leurs pattes arrière. La trace est alors allongée, floue. Elle peut ressembler à une empreinte humaine. « Ce n'étaient pas des traces d'ours », ai-je répondu avec fermeté. « J'ai déjà vu des traces d'ours. Elles ont une forme différente, et il n'y avait pas de traces de griffes. Cela ressemblait à une empreinte de pied humain, mais énorme. » Morgan poussa un profond soupir. Il avait l'air d'un homme qui ne voulait pas croire, parce que croire entraînerait trop de problèmes. « D'accord, je te crois. Nous irons là-bas à l'aube. J'emmènerai Jenkins et Riley. Nous irons voir ces empreintes. Mais il commence à faire nuit et le temps se gâte à nouveau. Rentre chez toi, Cole, et ferme ta porte à clé. » Je suis sorti de son bureau avec un sentiment de désespoir total. Il allait y aller, mais je savais qu'il espérait ne rien trouver. Il espérait que le vent et la neige de la nuit effaceraient pour les traces et que tout pourrait à nouveau être attribué à une imagination débordante. Je n'avais pas envie de rentrer chez moi. Je suis entré dans le Northern Lights, le seul bar et magasin du village. Il y avait quelques personnes à l'intérieur. Elles étaient assises à des tables et discutaient comme tranquillement. L'air était imprégné d'une odeur de friture, de bière et de chagrin silencieux. Ici, la disparition d'une personne n'est pas une tragédie dont on parle aux informations. C'est un vide qui se forme dans notre petite communauté. Une maison vide, une chaise vide, au bar. Je me suis assis au comptoir et j'ai commandé un verre. Le barman m'a servi un whisky en silence. Dans un coin, dans son vieux fauteuil, était assis Silas. Silas était le plus vieil habitant de Pointe-Lay. Il était originaire de la région, de ceux dont les ancêtres vivaient sur cette terre bien avant l'arrivée des premiers Blancs avec leurs fusils et leurs générateurs. Il parlait rarement, mais quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Il semblait somnolé,
Mais quand je me suis assis, il a ouvert ses yeux sombres, presque noirs, et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu as trouvé quelque chose, » dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Sa voix était douce et grinçante, comme de la vieille glace. « Je le vois dans tes yeux. » Je ne savais pas quoi répondre. Raconter à tout le monde ce que j'avais vu m'aurait fait passer pour un fou. Mais le regard de Silas était tel que je ne voulais pas lui mentir. J'ai hoché la tête. J'ai trouvé son fusil et des traces. Le vieil homme a hoché lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « De grandes traces » a-t-il demandé si doucement que je l'ai à peine entendu. J'acquiesçai à nouveau. Les hommes aux tables voisines se turent et se tournèrent vers nous. Le silence s'installa dans le bar. « Le chasseur blanc l'a emmené » dit Silas en regardant quelque part, au-delà de moi, au-delà des murs du bar, dans la brume neigeuse à l'extérieur. « Il en emporte toujours un, quand le vent affamé arrive. » Je regardais les autres, personne ne riait, personne ne se tapotait la tempe du doigt. Ils regardaient simplement leur verre, le visage empreint d'humilité et d'une peur ancestrale. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je à Silas. « Le chasseur blanc. » Le vieil homme tourna son regard vers moi. « Ce n'est pas quoi, mais qui. Il est plus vieux que ce village, plus vieux que les arbres. Il fait partie de cette terre, il fait partie de l'hiver. Quand la nuit polaire était la plus sombre et que la tempête chante sa chanson, il part à la chasse. Il n'est ni méchant ni gentil. Il a simplement faim. Il s'en prend à ceux qui sont seuls, à ceux qui défient la toundra. Il chasse les plus forts, ceux qui n'ont pas peur. Pour lui, c'est une question de respect. » Les mots du vieil homme étaient barrés simples, mais ils me donnaient donc des frissons dans le dos. Il parlait du monstre comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel, ordinaire, comme une tempête de neige ou une aurore boréale. Pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi tout le monde se tait? Demandai-je en élevant légèrement la voix. Silas secoua la tête. Que pouvons-nous faire? Tuer l'hiver. C'est sa terre. Nous sommes ici des invités. Nous vivons selon ses règles. Nous ne nous aventurons pas seuls dans la toundra pendant les fortes tempêtes de neige. Nous restons ensemble. Nous lui laissons de l'espace. Elias était un bon chasseur, mais il était trop sûr de lui. Il a oublié les règles, et le chasseur est venu le chercher. J'ai fini mon whisky d'un trait et je suis sorti du bar. Il faisait déjà nuit, dehors, et la neige recommençait à tomber. Le vent se renforçait, hurlant entre les maisons. Les paroles de Silas me trottèrent dans la tête. Les règles, Elias les avait enfreintes. Et moi aussi, j'étais allé seul dans la toundra. J'avais trouvé ses traces, j'avais vu la preuve de son existence. Je suis rentré chez moi et j'ai verrouillé toutes les portes. J'ai tiré les rideaux de toutes les fenêtres, mais j'avais quand même l'impression qu'on m'observait de l'extérieur. La maison d'Elias, de l'autre côté de la rue, était une silhouette sombre et vide sur fond de terre blanchie. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai posé mon fusil à côté de moi. Le vent se renforçait. Il battait contre les murs, grattait aux fenêtres, comme si quelque chose de vivant essayait de pénétrer à l'intérieur. J'essayais de me convaincre que ce n'était que le fruit de mon imagination, que Silas n'était qu'un vieil homme qui croyait aux contes anciens. Mais l'image de ces traces énormes et profondes dans la neige restait gravée dans mon esprit, et je comprenais que le vieil homme ne mentait pas. Je me tenais assis dans le silence de ma maison et j'écoutais le hurlement de la tempête qui s'intensifiait dehors. Cette même tempête que Silas avait appelée « le vent affamé ». Et dans ce hurlement, j'avais l'impression d'entendre autre chose, quelque chose en plus du vent, des pas lents et lourds quelque part dehors, dans la neige tourbillonnante. Je savais que c'était impossible, que c'était juste un jeu de nerfs, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'en enfreignant les règles, j'étais passé du statut d'observateur à celui de proie potentielle,
que le chasseur qui avait emmené Elias savait maintenant pour moi, et qu'il pouvait revenir. La nuit était interminable. Je n'ai pas dormi une seule minute. Je me suis assis à la table de la cuisine, serrant mon fusil, et j'ai écouté le hurlement furieux du vent. À chaque instant, j'avais l'impression d'entendre ces pas lourds. Les voilà qui s'approchent, les voilà qui s'arrêtent, juste derrière ma porte. Je regardais attentivement à travers la fente entre les rideaux, mais je ne voyais rien d'autre qu'un tourbillon blanc impénétrable. À plusieurs reprises, un bruit sourd et grattant retentit sur le toit, comme si quelque chose de lourd était traîné dessus. Je me disais que c'était de la glace ou une branche cassée, mais je ne croyais pas mes propres paroles. Vers 2 heures du matin, un bruit sourd retentit sur le mur nord de la maison, puis un autre, et encore un autre. C'étaient des coups lents, rythmés et lourds qui résonnaient dans toute la maison. Ils ne ressemblaient en pas à des coups. C'était plutôt comme si quelqu'un d'énorme et de lourd poussait simplement le mur pour tester sa solidité. Je me suis levé d'un bond, mon fusil pointé vers le mur, le cœur battant à tout rompre. Les coups ont cessé aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Il ne restait plus que le hurlement du vent. Je suis resté immobile pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce que mes mains commencent à s'engourdir. Rien ne s'est reproduit. Je fis lentement le tour de la maison, vérifiant les fenêtres et les portes. Tout était fermé. Mais le sentiment d'être assiégé ne me quittait pas. Et puis, la lumière s'éteignit. L'ampoule de la cuisine clignota 2 fois, puis s'éteignit. Le ronronnement du réfrigérateur s'arrêta également. La maison a été plongée dans l'obscurité et le silence, si l'on accepte le bruit incessant de la tempête derrière les fenêtres. Merde, il y a un problème avec le générateur principal. Dans une telle tempête, ce n'était pas surprenant. Le tuyau d'alimentation en carburant avait peut-être gelé, ou la neige s'était accumulée dans la prise d'air. D'habitude, nous avions un générateur de secours qui se mettait en marche automatiquement. Mais apparemment, quelque chose n'avait pas fonctionné correctement. Tout le village était privé d'électricité, et donc de chauffage. Les gens avaient des poêles. Ils tiendraient dans le coup. Mais si le générateur ne démarrait pas rapidement, de sérieux problèmes allaient en cela commencer. Et le démarrer, c'était mon travail. L'idée de devoir sortir de la maison était presque insupportable. Sortir là-bas, dans l'obscurité, dans la tempête, où il rôdait. J'ai trouvé une lampe puissante sur l'étagère et j'ai vérifié les piles. Son faisceau a fait ressortir les contours familiers de la cuisine dans l'obscurité. Je me suis approché de la fenêtre du salon, celle qui donnait sur la maison vide d'Elias. J'ai écarté le rideau d'1 millimètre et j'ai braqué la lampe vers la neige tourbillonnante. Le faisceau lumineux était presque inutile. Il se heurtait à un mur épais de neige tourbillonnante, à quelques de mètres de la vitre. J'étais sur le point de m'éloigner quand quelque chose changea dans cette danse effrénée des flocons. Pendant une fraction de seconde, le faisceau de ma lampe torche heurta quelque chose de sombre et de massif. C'était grand, bien plus grand qu'un être humain. Cela se tenait simplement là, derrière le voile de neige. Je ne voyais pas les détails, seulement une silhouette vague et énorme qui a bloqué la lumière de ma lampe pendant un instant. Puis, elle s'est écartée et a disparu, se fondant dans la tempête. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai éteint ma lampe. J'avais le souffle coupé. Ce n'était pas un jeu d'ombre et de lumière. Il était là. Il se tenait debout et regardait ma maison. Il savait que j'étais là. Je suis resté assis dans le noir jusqu'à l'aube, n'osant même pas bouger. La tempête ne s'est calmée qu'au petit matin. Lorsque la première lueur grise et terne a filtré à travers les rideaux, le hurlement du vent a laissé place à un murmure. J'ai jeté un coup d'œil prudent dans la rue. Tout était recouvert de neige fraîche et immaculée. Le monde semblait propre et calme, comme si cette nuit de fureur n'avait jamais eu lieu. Le village se réveillait. De la fumée s'échappait déjà de plusieurs cheminées,
Les gens allumaient leurs poêles, mais personne n'avait allumé la lumière. Je savais que je ne pouvais plus rester assis là. Les gens comptaient sur moi. Je devais me rendre à la gare. J'ai enfilé des vêtements les plus chauds, vérifié mon fusil et mis des cartouches de rechange dans ma poche. Avant de partir, j'ai décidé de faire le tour de ma maison. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le quartier pouvait l'entendre. Il était tombé beaucoup de neige, au moins 30 centimètres. J'ai lentement longé le mur nord, là où j'avais entendu des coups pendant la nuit, et j'ai trouvé ce que je cherchais. Juste sous le mur, dans la neige profonde, il y avait une seule empreinte, énorme, nue, enfoncée dans la neige jusqu'au sol gelé. Le vent et la neige fraîche avaient déjà réussi à en estomper les bords, mais la forme et la taille ne laissaient aucun doute. Il était là. Il se tenait là et poussait le mur de ma maison. Je continuais à avancer vers la fenêtre du salon. Et là, à l'endroit où j'avais vu la silhouette, il y avait deux autres empreintes. L'une était floue, comme si la créature s'était retournée, et l'autre était nette. Elle se tenait à 3 mètres de ma fenêtre et observait. Il n'y avait pas d'autres traces, ni celle qui menait ici, ni celle qui partait d'ici. Seulement ces 3 empreintes, comme si elle était apparue de nulle part et s'était dissoute dans les airs. Le trajet jusqu'à la centrale électrique, qui prenait habituellement 5 minutes, m'a semblé interminable. La centrale était située sur une petite colline, à la lisière du village. Je marchais dans la rue principale, m'enfonçant dans la neige fraîche. Plusieurs personnes étaient déjà sorties de chez elles, avec des pelles, déblayant silencieusement leur Porsche. Nous avons échangé des signes de tête, mais personne n'a parlé. Il y avait de la tension dans l'air. Ils savaient tous. Elias avait disparu. La tempête était passée. Cela signifiait que tout était terminé pour cette année. Le sacrifice avait été fait. On pouvait vivre tranquillement jusqu'à l'hiver suivant, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je savais que cette nuit-là, le chasseur était venu me voir. Je sentais les regards posés sur moi. Je ne savais pas s'ils étaient compatissants ou autre chose, comme si j'étais marqué, comme si j'étais le prochain sur la liste. Je marchais en serrant fermement mon fusil, sans regarder autour de moi. Je ne regardais que devant moi, vers le bâtiment de la gare. Mais du coin de l'œil, je la voyais, cette toundra blanche et infinie qui commençait juste derrière les dernières maisons. Désormais, elle n'était plus pour moi un simple espace vide. C'était son territoire, et j'avais l'impression de marcher au fond de l'océan, tandis que quelque part dans les profondeurs, un énorme prédateur m'observait, attendant le moment propice pour attaquer. J'arrivai à la station et ouvris la lourde porte métallique. À l'intérieur, il faisait sombre et froid. Le silence était assourdissant. Une odeur de diesel et de métal froid flottait dans l'air. J'ai allumé ma lampe et me suis dirigé vers le générateur principal. Il fallait rétablir l'électricité et le chauffage dans le village le plus rapidement possible. Mais ma principale préoccupation était autre. Ici, à la lisière du village, j'étais encore plus proche de lui, et je ne savais pas si ces murs métalliques me protégeraient s'il décidait de revenir. Travailler avec un générateur diesel est une tâche salissante, bruyante, et qui exige une concentration totale. Pendant un certain temps, cela m'a aidé à me distraire. J'ai agi machinalement, en suivant les procédures habituelles. Comme je m'y attendais, le problème venait de la conduite de carburant. Il était gelé à l'endroit où il sortait du réservoir principal avant d'entrer dans la station. La glace avait complètement bouché le tuyau. Le générateur de secours ne démarrait pas à cause d'une bougie de préchauffage défectueuse, ce qui était courant par temps froid, si l'on ne fait pas d'entretien préventif à temps. Et j'aurais dû le faire il y a une semaine. Il me fallait maintenant plusieurs heures de travail. Il fallait réchauffer le tuyau. Il était impossible de le faire à l'aide d'une flamme nue, car les vapeurs de diesel auraient pu s'enflammer. J'ai apporté du dépôt de puissants canons à chaleur, je les ai branchés à un petit générateur à essence de secours,
que je gardais toujours en état de marche précisément pour de tels cas, et j'ai dirigé l'air chaud vers la partie gelée du tuyau. Il ne restait plus qu'à attendre. J'ai verrouillé la lourde porte d'entrée et j'ai fait le tour de la station de l'intérieur. C'était une grande pièce vide, remplie de mécanismes. Les seules fenêtres étaient quelques ouvertures étroites et grillagées sous le plafond, recouvertes d'une épaisse couche de givre. Elles qui ne laissaient passer presque aucune lumière. J'étais dans une boîte métallique. Cela aurait dû me rassurer, mais pour une raison quelconque, cela ne fonctionnait pas. J'écoutais constamment le bourdonnement monotone des canons à chaleur et du générateur de secours, essayant de capter des bruits étrangers. Il me semblait entendre le crissement de la neige à l'extérieur, un crissement lourd et régulier. Je m'approchais de la porte, collais mon oreille contre elle, mais je n'entendais que le vent. Je me disais que c'était de la paranoïa, que j'avais peur et que mon cerveau créait lui-même la menace. Au bout d'une heure environ, on a frappé à la porte. J'ai sursauté et j'ai reculé à l'intérieur de la pièce, serrant mon fusil. On a frappé à nouveau, avec insistance, comme une personne. « Cole, c'est Morgan, ouvre !» J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai déplacé le verrou. Le shérif se tenait sur le seuil. Il était couvert de neige, le visage rougi par le froid. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le village est en émoi. Les tuyaux des Wilson sont sur le point d'éclater. Je l'ai fait entrer et lui ai expliqué le problème. Il a hoché la tête en regardant les canons à chaleur qui ronronnaient. « Combien de temps encore? 1 heure, peut-être 2. La glace est solide. » Il a réfléchi un instant, puis m'a regardé. « Je suis allé là où tu m'as indiqué, là où tu as trouvé le fusil d'Elias. » J'ai retenu mon souffle. « Il n'y a rien, » a-t-il dit en détournant le regard. La tempête a tout balayé, pas la moindre trace, comme si rien ne s'était passé. Mon cœur se serra. La seule preuve avait disparu. Il ne restait plus que mon récit, qui, vu de l'extérieur, ressemblait aux divagations d'un fou. Il était près de chez moi, cette nuit, dis-je doucement. J'ai trouvé des traces sous la fenêtre ce matin, une juste sous le mur. Morgan me lança un long regard grave. Il ne semblait pas me prendre pour un menteur. Il avait l'air effrayé. « Écoute, Cole, je ne sais pas ce que tu as vu. Vraiment, je ne sais pas. Mais pour l'instant, le plus important est d'éclairer les gens. Ensuite, rentre chez toi. Ne reste pas ici. Tu m'entends? Fais ton travail et rentre chez toi. Enferme-toi et ne sors pas avant demain matin. » Il n'attendit pas ma réponse, se contenta de faire demi-tour et de sortir, refermant la porte derrière lui. Sa visite ne m'apporta aucun soulagement. Au contraire, elle ne fit que renforcer mon sentiment d'isolement. J'étais désormais seul face à ma vérité, à laquelle personne ne voulait croire jusqu'au bout. 1 heure s'écoula. À en juger par le bruit, le bouchon de glace dans le tuyau commençait à céder. J'ai éteint les canons et commencé à préparer le générateur principal pour le démarrage. La courte journée polaire touchait déjà à sa fin. Une faible lumière bleutée pénétrait par les étroites fenêtres sous le plafond. Bientôt, l'obscurité totale allait s'installer. Je travaillais aussi vite que possible, mes doigts obéissant mal à cause du froid et de la tension. Enfin, tout était prêt. J'ai appuyé sur le bouton du démarreur. Après plusieurs tentatives, le moteur a toussé, craché de la fumée noire et démarré dans un rugissement assourdissant. Un grondement régulier et puissant a envahi la station. 1 minute plus tard, la lumière s'est allumée, d'abord faiblement, puis de plus en plus fort. Je me suis approché du tableau de commande principal. Tous les systèmes fonctionnaient normalement. Le village avait de nouveau de l'électricité. Je ressentis un immense soulagement. Le travail était terminé. Je pouvais maintenant rentrer chez moi, comme l'avait dit Morgan, m'enfermer et attendre le matin. J'avais déjà mis mon sac à dos avec les outils sur mes épaules et pris mon fusil quand j'entendis un bruit à l'extérieur.
Un bruit fort, un grincement de métal qui se déchire. Il provenait de l'arrière de la station. Je me suis figé, à l'écoute. Le bruit ne s'est pas répété. Qu'est-ce que cela pouvait être? Peut-être qu'une vieille feuille de revêtement s'était détachée à cause du changement de température. Mais le bruit était trop fort, trop violent. Je me suis lentement dirigé le long du mur, vers la petite fenêtre de l'entrepôt qui donnait sur la cour arrière. La fenêtre était gelée, mais il y avait une petite partie dégagée de givre sur le bord. J'ai collé mon œil contre la vitre. Il n'y avait personne dans la cour arrière, juste un champ de neige plat, s'étendant jusqu'à la toundra. Mais quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Puis j'ai compris. Sur le mur arrière de la station, il y avait une lourde porte en acier qui menait à la salle des réservoirs de carburant de secours. Elle n'était utilisée que 2 ou 3 fois par an et était toujours verrouillée par 4 lourds verrous à l'intérieur et un énorme cadenas à l'extérieur. À présent, cette porte n'était plus là. Elle gisait à 3 mètres du mur, dans la neige. Elle était tordue, arrachée de ses gonds, avec un morceau du cadre, comme si on l'avait ouverte avec un couteau à conserve. Des têtes de boulons en acier épais gisaient dans la neige tout autour. Je regardais cette scène et le sang se glaçait dans mes veines. Ce n'était pas l'œuvre d'une tempête, ni d'un homme. Pour arracher cette porte et ainsi, il fallait une force surhumaine, monstrueuse. Et cela venait de se produire pendant que j'étais à l'intérieur. Il était là. Il avait contourné la station et avait essayé d'entrer par l'arrière. Et j'ai compris que Morgan s'était trompé. Il n'était pas parti, il n'était pas rassasié. Il était toujours là, et il me traquait. L'idée de sortir dans le crépuscule naissant et de traverser le terrain découvert jusqu'au village me semblait désormais insensée. Je n'étais plus assiégé, j'étais piégé. Je m'écartai de la fenêtre et, à cet instant, mon instinct de survie prit le pas sur ma terreur paralysante. Je n'avais nulle part où fuir. Abandonner n'était pas une option. Il ne me restait qu'une seule chose à faire, me défendre. La gare était mon territoire, j'en connaissais chaque recoin. La première chose à faire était de trouver une brèche dans le mur. Je me suis précipité vers l'entrepôt et j'ai commencé à transporter tout ce que je pouvais déplacer. De lourds fûts en acier remplis d'huile usagée, des caisses d'outils, un vieux rotor de turbine mis au rebut pesant plusieurs centaines de kilos. Je les ai roulés, tirés et poussés, les empilant dans l'embrasure de la porte. L'adrénaline me donnait une force que je ne me connaissais pas. Pendant que je travaillais, elle a commencé à faire effet. D'abord, il y a eu un coup assourdissant sur la porte d'entrée principale. Le métal a tremblé et s'est enfoncé vers l'intérieur, laissant une énorme bosse. J'ai vu le verrou en acier failli céder sous la pression. Il ne frappait pas simplement. Il appuyait de tout son poids inimaginable. Puis le silence s'est installé. Je me suis figé, à l'écoute. Dehors, j'ai entendu le bruit de pas lourds dans la neige. Il contournait le bâtiment. Lentement, méthodiquement. J'ai entendu un grincement métallique au-dessus de ma tête. Quelque chose tirait avec ses griffes, ou autre chose sur les barreaux des fenêtres. Les barreaux tenaient mon bon, mais ce bruit était plus angoissant que n'importe quel cri. J'ai terminé la barricade. Elle avait l'air fragile, mais il faudrait du temps pour la briser. Du temps que je n'avais peut-être pas. Je me suis précipité dans la petite pièce qui me servait de bureau. Sur la table se trouvait une vieille radio de service. Je l'ai allumée, espérant qu'elle fonctionnait sur batterie. La radio a grésillé. J'ai réglé la fréquence du shérif et j'ai appuyé sur la touche. « Morgan, Morgan, réponds, à toi !» Seul le crépitement de l'électricité statique me répondit. J'ai réessayé en criant dans le micro. « Morgan, c'est Cole, il est ici, à la centrale électrique. Il essaie de s'introduire, à l'aide. » À travers le bruit des interférences, une voix à peine audible s'est fait entendre. « Cole, tu brûles? J'entends mal. » Il a enfoncé la porte. Je me suis barricadé.
Morgan, il était là. Tu m'entends? Je ne peux pas envoyer de renfort dans une telle obscurité. Reste où tu es. La communication fut définitivement coupée. J'avais beau appeler, je n'obtenais que des grésillements en réponse. Je compris deux choses. Premièrement, Morgan m'avait entendu, du moins en partie. Deuxièmement, et surtout, il n'y aurait pas d'aide. Personne n'irait dans le noir, sachant que ça rôdait là-bas. Silas avait raison, ils avaient bien des règles, et la règle principale était de ne pas se mettre entre le chasseur et sa proie. Et cette nuit-là, sa proie, c'était moi. Je m'assis, adossé au mur froid, et essayais de réfléchir. Une défense passive, c'était la mort assurée. Tôt ou tard, il trouverait un moyen d'entrer. Les murs étaient épais, mais il avait déjà montré de quoi il était capable. J'avais besoin d'une arme, pas d'un fusil qui était inutile contre une telle créature, mais de quelque chose de plus puissant. C'est alors que mon regard s'est posé sur le tableau électrique principal. Des dizaines d'interrupteurs, d'indicateurs et de câbles épais comme le bras, qui partaient non dans le mur. Ces câbles alimentaient dans le village en milliers de volts, et ils sortaient à l'extérieur, vers la sous-station de transformation qui se trouvait dans la cour clôturée, juste derrière la station. Là où, très probablement, il se trouvait maintenant. L'idée était folle, dangereuse. Un seul faux pas et je serais carbonisé. Mais c'était ma seule chance. Le plan mûrit instantanément. Je devais rediriger la tension de la ligne principale vers le bâtiment de la station lui-même. Ou, mieux encore, vers le grillage métallique qui entourait la cour. S'il le touchait, je me suis levé d'un bond et me suis précipité vers les armoires contenant les outils et les schémas. J'avais besoin de morceaux de câbles haute tension, d'isolateurs, de pinces. Tout était là. J'étais chez moi. Je travaillais comme un possédé. Dehors, la chose semblait s'être calmée. Ce silence était encore plus effrayant que le vacarme. Je savais qu'elle n'était pas partie. Elle attendait. Elle observait. J'ai trouvé plusieurs longs bus-bars en cuivre et un morceau de câble. Le plan était simple. Je ferais une coupure dans le circuit principal après le générateur. Je connecterais une extrémité au boîtier de la station et l'autre, via un conducteur artisanal, à la clôture. Ensuite, je devrais éteindre tous les systèmes internes pour ne pas les brûler et couper le disjoncteur principal. La tension passerait par les murs et la clôture. Je travaillais sans sentir le froid. La sueur coulait sur mon visage malgré le froid qui régnait dans la pièce. De nouveau, un bruit se fit entendre à l'extérieur. Cette fois-ci, il provenait du toit. Un grincement fort et rythmé. La créature était montée sur le toit et arrachait maintenant les tôles. L'une des tôles s'est détachée dans un bruit assourdissant et s'est écrasée sur la neige. Un trou s'est formé dans le plafond, dans lequel la neige s'est engouffrée. Il n'y avait plus de temps à perdre. J'ai tiré les derniers câbles vers le panneau électrique. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à couper le courant du réseau interne et à actionner le disjoncteur principal. Je me suis figé un instant, reprenant mon souffle. Dans le silence qui s'était installé, j'ai entendu au-dessus de ma tête un bruit qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas un grognement. C'était une respiration lourde et rauque. Elle respirait juste au-dessus de la brèche dans le toit. Elle était si proche. Je me suis précipité vers le tableau électrique. J'ai coupé les disjoncteurs les uns après les autres, plongeant la station dans l'obscurité totale. Seul le générateur vrombissant et l'éclairage de secours, alimenté par des batteries, fonctionnaient encore. J'ai saisi l'énorme poignée du disjoncteur principal. Toute ma vie, tout mon avenir se résumait à ce seul geste. Au même instant, le toit au-dessus de ma tête a commencé à fléchir sous un poids monstrueux. Les poutres métalliques ont grincé, prêtes à céder. J'ai tiré le disjoncteur vers le bas. Un grondement retentissant s'est fait entendre. L'air s'est rempli d'une odeur d'ozone. Quelque part à l'extérieur, une lumière vive a clignoté,
puis s'est éteinte. Je ne savais pas si cela avait fonctionné, mais j'avais fait tout ce que je pouvais. Il ne restait plus qu'à attendre. Le grondement du disjoncteur s'est tu, remplacé par un craquement assourdissant à l'extérieur. L'air s'est imprégné d'une odeur de métal brûlé et d'autres choses inconnues et nauséabondes. À travers la brèche dans le toit, j'ai vu un bref et violent éclair de flamme de bleu qui a illuminé tout autour pendant un instant. Puis il y a eu un choc. Ce n'était pas le bruit d'une chute, c'était le bruit d'un arbre énorme qui s'écrasait au sol. Sourd, lourd, définitif. Il a secoué tout le bâtiment de la station. Et après lui, le silence s'est installé. Un silence absolu. Même le vent semblait s'être arrêté. Le grincement sur le toit a disparu. La pression sur les murs a cessé. Cette horrible respiration sifflante s'est calmée. Plus rien. Je me tenais dans la pénombre, n'osant pas bouger, et j'attendais. 1 minute s'est écoulée. 5, 10. Le silence n'était pas rompu. Il ne bougeait pas. Avait-il fonctionné? Cette folie était-elle enfin terminée? Je ne pouvais pas prendre de risques. Il fallait d'abord couper le courant du piège. Les mains tremblantes, j'ai effectué la procédure inverse. J'ai ouvert le circuit, puis réactivé l'alimentation des systèmes internes de la station. La lumière normale s'est allumée. Le ronronnement du générateur semblait désormais apaisant, familier. Je me suis lentement approché de la fenêtre de l'entrepôt, d'où j'avais vu la porte arrachée. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Je me suis forcé à regarder. La cour était éclairée par les projecteurs de la station, et il était là, allongé. Il était empêtré dans le grillage métallique de la clôture qui avait noirci et fondu aux endroits où il était en contact avec son corps. Il était énorme, mesurant près de 3 mètres, voire plus. Et il était presque humain. Presque. Sa peau était d'un blanc absolu, sans un seul poil, lisse et brillante de neige fondue, comme celle d'un poisson des profondeurs. Son corps était maigre mais musclé, avec des bras et des jambes incroyablement longs qui semblaient disloqués au niveau des articulations. Sa tête était grande et allongée, sans oreilles, seulement de la peau lisse. Son visage, il avait un visage, mais il était difforme, comme si son créateur n'avait vu des humains qu'une seule fois et avait essayé de le recréer de mémoire. Son nez était à peine esquissé par 2 fentes verticales. Sa bouche n'était qu'une fine incision droite d'un côté à l'autre du visage, et les yeux étaient énormes, ronds et complètement noirs, sans blanc ni pupille. Juste 2 morceaux d'obsidienne qui, même dans la mort, semblaient scruter la nuit polaire éternelle. Ce n'était pas une bête, c'était un prédateur qui se trouvait sur une branche complètement différente de l'évolution. Une créature née de ce froid et de ce vide. Et je l'ai tué, je l'ai regardé, sans ressentir ni triomphe ni joie, seulement un vide froid et résonnant à l'intérieur. Je suis retourné dans le bureau et j'ai rallumé la radio. Ma voix était calme et sans vie. « Morgan, c'est Cole, c'est fini. Viens à la station. » Seul. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai simplement éteint la radio et je me suis assis pour attendre. L'aube peignait déjà le ciel de couleur pâle, comme une aquarelle. Au bout d'une demi-heure, j'ai entendu le vrombissement d'une motoneige. Morgan est arrivé à la station, mais il ne s'est pas dépêché de descendre. Il hésite à rester assis et à regarder ce qui gisait près de la clôture. Puis, il a lentement retiré son casque et s'est approché. Il est resté longtemps debout devant le corps, en silence. Son visage n'exprimait ni surprise ni peur, seulement une fatigue infinie. « Alors, c'est lui », a-t-il fini par dire sans se tourner vers moi. Le vieux Silas disait qu'il était grand et blanc. Je ne l'ai jamais cru. Il se tourna vers moi. Nous nous regardâmes pendant quelques secondes. Il ne posa aucune question sur la façon dont cela s'était produit. Il avait tout compris. « Que faisons-nous » demandai-je.
Morgane balaya du regard le village qui dormait paisiblement dans la brume matinale. Si nous en parlons, tu imagines ce qui va se passer ici. Des hélicoptères, des scientifiques, des militaires, des journalistes. Ils vont transformer notre maison en cirque. Ils vont la démolir, l'emporter dans un laboratoire, puis dire que c'était une espèce rare d'ours ou une mutation génétique. Et nous devrons vivre avec leur curiosité et leurs mensonges. C'est à nous. Il vivait ici, et il était mort ici. Nous devons en finir nous-mêmes. J'acquiesçais silencieusement. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Sans un mot, nous avons chargé le corps sur le traîneau, attelé à la motoneige de Morgane. Il était lourd, mais pas autant que je l'aurais cru. C'était comme si ses os étaient mis et creux. Nous l'avons recouvert d'une bâche et avons pris la direction du nord, loin du village, au cœur de la toundra. Nous avons roulé pendant plusieurs heures jusqu'à ce que Point Lay disparaisse à l'horizon. Nous avons trouvé une profonde crevasse dans le pergélisol, un de ces endroits qui ne dégèlent jamais. Nous y avons jeté le corps. Il a disparu dans les profondeurs sombres, sans faire de vagues. Nous sommes restés 1 minute au bord, puis nous sommes repartis. Aucun de nous n'a dit un mot pendant tout le trajet. Quand nous sommes revenus, la journée battait son plein. Les gens dans les rues nous saluaient de la tête. Ils voyaient que j'étais vivant, que le shérif était avec moi. Ils voyaient les traîneaux vides. Personne n'a posé de questions. Ils n'avaient pas besoin de détails. Ils avaient besoin d'un résultat. Ils l'avaient obtenu. Elias avait disparu. Mais l'hiver n'avait emporté personne d'autre. 1 année s'est écoulée. Cet hiver a été le plus calme de toute l'histoire de Point Lay. Personne n'a disparu. Personne ne s'est perdu dans la tempête. Les vieillards dits du bar ont cessé de raconter à voix basse des histoires sur le chasseur blanc. Son nom même semblait commencer à s'effacer de leur mémoire. La vie continuait. Je travaille toujours à la centrale électrique. J'ai réparé la porte arrachée, remplacé les tôles percées du toit. Parfois, la nuit, quand le vent hurle particulièrement fort, je sursaute encore. Mais la peur a disparu. Je sors sur le porche de ma maison et je regarde la toundra blanche à perte de vue. Elle ne me semble plus vivante, ni hostile. Maintenant, ce n'est plus que de la terre, de la neige et du vent. Le silence ne cache plus de menaces. Maintenant, ce n'est plus que du silence. Nous avons gagné. Le cycle est rompu. Nous sommes enfin seuls ici.